Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette émission consacrée ce soir à l'élection présidentielle aux États-Unis. Le monde est suspendu à ces élections présidentielles. Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris succédera à Joe Biden? Les électeurs ont jusqu'à demain mardi pour le décider. On s'intéresse ce soir à une élection sans précédent avec beaucoup d'enjeux mais aussi beaucoup de risques qui intervient dans une conjoncture mondiale complexe avec d'un côté la guerre en Ukraine et de l'autre le génocide à Gaza et l'agression sur le Liban. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Est également avec nous depuis Paris Manuel Pouchelet, expert en géostratégie. Bonsoir Manuel Pouchelet. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent et puis dans quelques instants nous rejoindra également Gamal Abina, expert en questions internationales. Alors Ahmed Kateb, je commence avec vous. Le scrutin de demain mardi est particulièrement serré et son issue est toujours aussi indécise puisque l'écart entre Kamala Harris et Donald Trump reste très serré dans de nombreux États. Oui, tout à fait, c'est une élection inédite carrément parce que d'abord Donald Trump voudrait revenir à la Maison-Blanche après avoir perdu l'élection de 2020. Elle est également inédite parce que le président en exercice, Joe Biden, s'est désisté en juillet, donc pour lancer la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris, qui a fait une campagne de près de 3 mois uniquement, donc c'était une campagne à tambour battant, pour pouvoir revenir sur toutes les intentions de vote et rafler quand même cette présidentielle. Et c'est enfin une élection inédite parce que l'écart entre les deux candidats est très serré. Donc on ne peut pas deviner, on ne peut pas prévoir qui sortira des urnes. On a l'expérience de 2016 où tout le monde donnait Hillary Clinton gagnante alors que c'est Trump qui a raflé la mise, et en 2020, tout le monde donnait également Trump gagnant, alors que, bon, en fin de compte, il a perdu. Très bien. Manuel Pouchelet, à quoi peut-on s'attendre lors de cette élection américaine ? Si vous voulez, c'est une des élections les plus imprévisibles de l'histoire américaine. Pourquoi ? Parce que de toute façon, les sujets des derniers débats ont finalement été un petit peu, on va dire, occultés par cette querelle, on va dire, entre les deux candidats qui n'ont pas cessé de s'invectiver. Mais ce n'est pas ce qu'attendent les Américains. Les Américains, vous savez, c'est la classe moyenne, c'est des problèmes de logement, d'immigration, de finir les fins de mois. Et je pense que sur la dernière ligne droite, si vous voulez, nous avons enfin assisté à un petit débat. Mais je vous le rappelle qu'il y a eu seulement un seul débat télévisé où je pense que peut-être les Américains auraient voulu entendre les deux candidats sur des sujets de fond et non sur l'invective comme ça a été le cas. Mais vous savez, l'invective, malheureusement, on l'a retrouvée aussi sur d'autres élections dans le monde. Je pense notamment à certaines élections européennes. Mais comme l'a dit votre invité, c'est très très improbable. On ne sait pas qui sera demain élu ou en tous les cas en bonne position, en tout cas. Ahmed Kateb, le possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche semble faire peur à plusieurs Américains. Ils sont nombreux à être de son côté, mais il y en a beaucoup qui ont peur de son retour à la Maison-Blanche. On pense notamment aux femmes ou encore aux personnes issues de l'immigration. Tout à fait, parce que Trump a mené campagne contre, entre guillemets, des ennemis, ce qu'il a qualifié comme étant des ennemis, l'immigration, qui est un sujet majeur de l'élection. Les femmes parce qu'il y avait le problème de l'avortement, donc il est contre l'avortement, et Trump symbolise quelque part une certaine vision machiste de la société américaine. Et là, il a divisé, il y a un clivage net au sein de la société américaine, c'est-à-dire ceux qui penchent pour le narratif de Trump, pour ses prises de position, pour son idéologie, parce que Trump, c'est MAGA, Make America Great Again. Donc c'est le parti républicain qui a été phagocyté par cette idéologie trumpiste. Et de l'autre côté, on a toutes les franges de la société libérale, les WASP de la côte Est, quelques démocrates de la Californie, San Francisco, Los Angeles, qui sont plutôt ouverts à l'international et qui défendent, entre guillemets, des valeurs dites universelles. Bon, pour les Américains, bien sûr, mais pas pour les autres.
Est-ce que nous avons avec nous Gamal Abina? Je demande ça à la régie. Bon, Gamal Abina n'est toujours pas avec nous. Donc, je reviens vers vous, Emmanuel Pouchelet. Je vous pose la même question que celle que je viens de poser à Ahmed Kateb. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est très redouté, finalement. Oui, c'est un personnage de toute façon qui est atypique. Il a sa manière de voir les choses. Je rappelle que c'est un chef d'entreprise qui a quand même eu des résultats prometteurs quand il était aux affaires ou quand il est aux affaires. Mais vous savez qu'il a aussi un côté juridique inquiétant que les Américains ne voudraient pas voir revenir. Ensuite, je pense beaucoup que c'est la scène internationale qui tremble avec le retour de Donald Trump. Je pense notamment aux Ukrainiens, je pense aussi à d'autres personnes, peut-être à Israël, enfin, et ses résolutions de problèmes dans le monde. Mais je vous ferai remarquer que quand vous regardez le petit slogan qui est marqué sur les pancartes électorales de Donald Trump, c'est marqué « We will fix it », nous les réglerons. Donc si vous voulez, c'est un discours qui est quand même très direct, avec un personnage hautain, et qui finalement, quelque part, on va dire, est un excellent communicant, mais je pense que malheureusement, c'est très compliqué de deviner qui se cache derrière ce personnage, parce que je vous ferai remarquer, c'était quand même aussi une personne qui a été derrière la télé-réalité, et en aucun cas d'ailleurs, lors des débats télévisés ou des meetings, il n'a défendu son bilan précédent. Donc ce qui veut dire que ce qui s'est passé avant, il l'a occulté et préfère se tourner vers l'avenir. Et un de ses porte-paroles qui d'ailleurs s'est exprimé sur certains sujets, c'est le vice-président qui est annoncé, qui est M. Vance, qui a dit certaines réalités qui, je pense, risqueraient de brusquer certains codes du protocole en tout cas. Je voudrais à présent, messieurs, si vous le voulez bien, qu'on revienne sur la campagne électorale qui s'est tenue donc avant cette élection présidentielle, une campagne qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle a été entachée d'insultes et de beaucoup de vulgarité, notamment du côté de Donald Trump. Bon, Kamala Harris aussi ne s'est pas laissé faire, elle a rétorqué à plusieurs reprises. Justement, Karim Bouaziz s'est intéressé à cette campagne hors du commun. On regarde ce sujet, on en reparle juste après. Pour Trump en meeting il y a quelques heures dans le Michigan, Kamala Harris à la Maison-Blanche serait un risque pour des millions de personnes car elle entraînerait le pays dans la Troisième Guerre mondiale. Après quelques noms d'oiseaux au sujet de son QI, l'ancien président a conclu que la diplomatie n'était pas dans les corps de la vice-présidente de l'administration Biden. Pour Kamala Harris, en revanche, Trump utiliserait sans hésiter l'armée américaine contre les citoyens n'étant pas d'accord avec lui. Il est décrit par la candidate démocrate comme tout bonnement un dictateur doublé d'un instable. Des mots et colibés qui fusent de part et d'autre illustrent notamment la polarisation de l'électorat américain, une constante au demeurant, et ce, quel que soit le futur résident à la Maison-Blanche en janvier prochain. Surtout qu'on parle d'une Amérique à l'inflation en hausse. Sous le mandat de Joe Biden, celle-ci a atteint les 20%, sur quoi d'ailleurs table Donald Trump pour attaquer sa rivale. Kamala Harris propose à son tour de limiter le prix de certains produits. Du communisme, dira à son rival républicain, qui proposera, lui, de taxer les importations, notamment ceux en provenance de Chine. L'autre enjeu de cette campagne, l'immigration. Sujet phare de Donald Trump où il compte bien jouer cette carte au maximum. Effectivement, le nombre de migrants, notamment ceux de la frontière sud, ont explosé durant le mandat de Joe Biden. 300 000 entrées mensuelles selon United American Border. En résumé, des clivages bien délimités. En attendant, aux États-Unis, plus personne n'ose faire des pronostics sur le futur vainqueur. Trump annonce une surprise pour la fin de la campagne, tandis que Kamala Harris se rendra à Philadelphie, berceau de la République américaine. Un constat surtout que la tonalité de cette campagne a été désastreuse. Le débat public a été un peu marginalisé par un concours d'accusations de basse facture. Voilà, alors messieurs, on vient de l'entendre, cette campagne a été désastreuse. Plusieurs médias et observateurs le disent. Elle a été marquée donc par un paquet d'insultes et de vulgarités entre les deux candidats. Ahmed Kateb, où est passé finalement le débat public tant attendu aux États-Unis, le débat public de qualité qui autrefois animait la vie politique américaine? Écoutez, on est passé pratiquement dans un discours de post-vérité. Et chaque candidat fait sienne soit des affirmations qui ne sont pas certainement vérifiables ou carrément des fake news ou de l'intox. On est dans un débat en deçà de la qualité qui prévalait autrefois. C'est vrai, on n'est plus dans un standard intellectuel où chaque candidat étalait son savoir, ses connaissances et sa capacité
à convaincre par le verbe, la rhétorique, un électorat indécis. Aujourd'hui, on est dans l'invective, on l'a vu dans votre sujet, on est dans les insultes de part et d'autre, et on est passé à un autre niveau de communication, un niveau spectacle. Donc, on est dans un état spectacle. Les États-Unis donnent l'impression qu'Hollywood s'est transformé en réalité et que cette campagne est tout bonnement digne d'un bon film hollywoodien. Mais finalement, Ahmed Kateb, je reste avec vous, finalement, c'est le talent de Donald Trump qui ressort à ce niveau-là. Donald Trump est un excellent communicant. Il a dirigé une télé-réalité, donc une émission de télé-réalité. Il a été très influent et son passage à la Maison-Blanche lui a permis de parfaire son discours, de parfaire la technicité dans la présentation de ses idées en parole, mais surtout en acte. Donc c'est un candidat qui est dans le spectacle permanent, on le voit, et Kamala Harris, il faut le dire, se défend bien sur ce registre. Hier, il y a quelques heures déjà, elle a participé à un show, l'un des plus prestigieux de la télé américaine, donc pour dire, moi aussi, je suis dans le spectacle et moi aussi, je peux convaincre un électorat via la télé-réalité. Oui, mais bon, quand Manuel Pouchelet, je reviens vers vous, quand on voit un Donald Trump qui a fait de la télé-réalité, qui est dans le show business, disons-le, depuis très longtemps, finalement, une Kamala Harris ne peut pas jouer sur le même tableau que lui lorsqu'il s'agit de ce genre de débat. Elle ne peut pas se lancer sur... Voilà, exactement, il est meilleur acteur. Elle est amoindrie par rapport à lui, voilà, certes, exactement. Mais elle essaie de jouer sur son terrain. Très bien. Carrément. Très bien. Manuel Pouchelet, je reviens vers vous. Avec Donald Trump, c'est un spectacle permanent. Et pourtant, Kamala Harris l'a traité, nous l'avons vu dans le sujet précédemment, de dictateur, d'instable. Mais ça n'a pas empêché les Américains de voter pour lui une première fois et de pousser d'autres Américains à voter pour lui cette fois-ci. Vous savez, Donald Trump est un homme de médias, est un homme qui maîtrise parfaitement son langage. D'ailleurs, il a même pris au pied de la lettre les dernières déclarations de M. Biden. Vous savez, où on l'a vu presque au volant d'un camion poubelle, où M. Biden avait traité ses électeurs de déchets et de détritus. Donc, si vous voulez, oui, on est vraiment dans l'invective. Maintenant, moi, je pense que l'erreur, c'est que Mme Harris l'ait suivi sur ce terrain, alors que les démocrates, si vous voulez, ont un débat nettement plus soutenu, nettement plus intellectuel et de meilleure, on va dire, teneur que celui de Donald Trump. Je pense que M. Trump, si vous voulez, lui, ce qu'il vise, c'est l'électorat populaire. Et puis derrière, il y a quand même tout un système médiatique qu'il a suivi, parce que du temps de la présidence de M. Trump, les médias se sont vendus nettement plus que du temps de la présidence de M. Biden. Donc quelque part, il en profite aussi. Mais je vous ferai remarquer aussi un point, c'est aussi un monsieur ressuscité quelque part, puisqu'il a quand même été victime d'un attentat. Et ça joue en sa faveur. Ça, faut pas l'oublier. Mais en même temps, vous assistez aussi à un débat qui se radicalise. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette radicalité dans le discours de Donald Trump, cette espèce de repli sur soi, qui est dangereux et qui pourrait faire penser à certains nationalismes qu'on trouve en Europe en tout cas. Gamal Abina nous a rejoint depuis Paris. Gamal Abina, on continue à parler de cette campagne électorale hors du commun. On aura constaté dans ce grand show que nous ont servi Kamala Harris et Donald Trump que finalement ça ne volait pas très haut lors de cette campagne électorale. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des élections américaines. Je dirais que c'est arrivé un petit peu à l'époque où il a fait sa campagne contre Biden, où il a fait Sleepy Joe, il se moquait de lui, il le prenait un peu pour un vieux grabataire, et qu'effectivement Trump est dans l'outrance, c'est un homme de médias, il a parfaitement saisi la température du peuple américain, qui est un peuple relativement, sur un plan intellectuel, assez bas, il faut le reconnaître. Le centre particulièrement des États-Unis, les intellectuels étant sur les frontières, sur les bords. On parle de la côte est, de la côte ouest, mais au centre, effectivement, c'est des conservateurs, c'est des gens qui ont des valeurs un peu limitées sur un plan intellectuel et qui surtout, et c'est le plus important, veulent voter pour un homme qui fait rêver. Parce qu'il se trouve que Trump fait rêver. Il fait rêver, c'est un milliardaire, il a promis la réussite économique qu'il a obtenue en 4 ans, il a promis un taux de chômage incompressible, il a eu 3%, il a promis une croissance soutenue, ça a été le cas, il a promis le protectionnisme et ce qu'il a appelé America First, donc favoriser l'Amérique par rapport au reste du monde, donc la Chine, l'Europe. Il a promis tout un tas de mesures qui ont porté leurs fruits. Et puis Trump, c'est la vieille Amérique conservatrice, c'est la vieille Amérique aussi
qui est très isolationniste, il ne veut pas s'engager dans des guerres. Pendant 4 ans, il n'a pas fait la guerre, on le sait. Et c'est une Amérique qui se replie sur elle-même comme dans les années 20 et 30. Et donc, c'est vrai que cette image d'un homme qui est assez vulgaire, il faut lui reconnaître ce défaut, c'est une qualité, face à une concurrente qui est assez faible, c'est quand même pas la femme qui était pressentie pour l'élection, c'était Biden. Elle arrive en remplacement une extrémiste parce qu'il est trop fatigué et qu'il ne savait plus ce qu'il disait. Eh bien, on se rend bien compte qu'il y aura un déséquilibre réel. Alors, évidemment, dans le monde occidental, on veut faire croire que Kamala Harris a une chance de gagner. Je n'y crois pas un instant. Tout comme à l'époque, face à Clinton qui était une femme, parce que les États-Unis, il ne faut jamais perdre de vue, ce sont des États qui sont extrêmement conservateurs, mais très misogynes. Ils ne voient pas et ne verront jamais à la tête d'un État américain une femme blanche. C'était le cas, et encore moins une femme noire américaine. Ça ne passera pas. Donc tous ces éléments, avec une économie qui commence un petit peu à montrer les signes de ralentissement, tous ces éléments portent à croire que Trump, qui a perdu uniquement à cause du Covid, risque de l'emporter haut la main. Mais c'est vrai aussi que l'outrance qui le caractérise, les violences verbales, les excès de langage, qui ont été sa marque de fabrique, même quand il faisait de la télévision réalité, tout cela est un signe qui est un signe dans lequel beaucoup d'Américains se reconnaissent. Je veux dire, le côté un peu beauf à la Homer Simpson, réellement, c'est un personnage que les gens aiment. Et d'ailleurs, on voit souvent dans les Simpsons Trump qui ressort comme un personnage caricatural, mais qui finalement n'est pas loin de cette vérité. Oui, très bien. Gamal Abina, je reste avec vous. Donald Trump a beaucoup joué sur les craintes des Américains. Il attaque Kamala Harris sur l'inflation galopante. Il l'attaque aussi sur le dossier de l'immigration. Oui, tout à fait. Puis sur la question aussi de la guerre. Alors l'immigration, c'est une sorte d'obsession chez lui. Il parle beaucoup de ça parce qu'il vit de ça. C'est un peu la méthode Trump. La question de l'inflation, effectivement, il y a une reprise d'inflation qui reste quand même très limitée. Il faut reconnaître qu'elle a baissé. Mais c'est consécutif d'abord au Covid et ensuite, effectivement, consécutif peut-être à une baisse de rythme américain qui était attendue, puisque le reste du monde reculait au niveau de la croissance. Ça impacte forcément et nécessairement les États-Unis, puisque s'il y a moins de croissance ailleurs, il y a moins d'achats ailleurs. On achète beaucoup moins de matériel américain, de voitures américaines. Bref, tout ça est une sorte de combinaison comme ça économique qui font qu'il a l'impression, il donne l'impression que lui, qui était le sauveur de l'économie américaine, et il l'a prouvé en 4 ans, son plan a fonctionné, eh bien, il dit que moi, j'ai bien géré le pays et que ces gens ont mal géré et qu'il y a de la preuve, il y a un recul. Alors, il y a un petit peu de mauvaise foi là-dessus parce que je pense que Biden était dans la lancée de Trump. Il n'a pas du tout changé les termes économiques. Mais la différence, c'est que lui, il affirme haut et fort qu'il va tout faire pour que l'économie américaine redémarre, qu'il va quitter l'OTAN, il l'avait déjà fait une première fois, qu'il s'affranchit complètement des principes de l'écologie, il s'en fiche complètement, il a quitté la COP21, enfin, il ne s'intéresse pas du tout à tout ce qui concerne la question du maintien de la vie sur Terre. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'argent, c'est un homme d'argent, c'est un homme d'affaires, c'est un homme de création de richesse, et vraiment, il s'inscrit complètement dans le principe des pères fondateurs de l'économie moderne américaine, à savoir tout pour l'argent, rien pour l'écologie, et rien évidemment pour le petit peuple. Ahmed Kateb, je vous vois sourire depuis tout à l'heure, vous êtes d'accord avec ce que dit Gamal Abina? Bon, Gamal Abina dit des vérités, on ne peut pas être contre. Donald Trump a démontré durant 4 années déjà son mépris pour l'Europe, son dédain par rapport à tout ce qui est changement climatique et a affiché haut et fort une politique protectionniste à l'encontre de la Chine et d'autres pays. Donc Trump est dans une logique de America First, oui, donc d'isolationnisme américain. C'est pour ça qu'il dit, moi, l'Ukraine, je règle le conflit en 2 jours, oui. Et pour le Moyen-Orient, je suis avec Israël, donc l'entité sioniste, vaille que vaille. Il ne faut pas oublier que Trump a été l'initiateur des accords d'Abraham, donc des échanges, des marchés de dupes, des échanges, pas de territoire contre la paix, mais la paix contre l'argent, tout simplement. Donc, en bon capitaliste, il agit en Amérique dans le même registre, donc il est là, il veut créer de la richesse pour les Américains, donc c'est pour ça qu'il a séduit un électorat classe moyenne, à la limite paupérisé, les anciennes villes industrielles qui tombent en ruine. Donc il ne faut pas voir les États-Unis comme une vitrine, New York, Washington, Los Angeles, etc., les grandes métropoles, mais le centre du pays, agricole, désindustrialisé. C'est ça le réservoir électoral de Donald Trump, et Trump sait parler à ces gens-là, et c'est pour ça qu'il engrange des voix dans les États qui ne sont pas des États traditionnellement élitistes comme les États de la côte Est ou de la côte Ouest.
Très bien, très bien. Manuel Pouchelet, alors Kamala Harris ou Donald Trump, quelle est finalement la différence entre les deux candidats? On voit deux candidats, deux visages, deux campagnes, et pourtant c'est une même politique. Oui, la politique américaine ne changera pas, peu importe celui qui sortira des urnes. De toute façon, vous savez, à l'international, ça a toujours été le cas, ça s'est vérifié tout au long de l'histoire des États-Unis. Et même d'ailleurs, on peut tirer des bilans assez sérieux, que ce soit du camp républicain ou du camp démocrate, avec bien sûr toutes les inerties et puis bien sûr les immixtions qui s'en sont suivies. D'ailleurs, regardez bien, M. Donald Trump concernant le Moyen-Orient, avait déclaré vouloir retirer toutes les troupes américaines présentes sur place. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que là où se trouvent les Américains, il a aussi d'excellents clients pour faire fonctionner son industrie d'armement et pour conserver cette place maîtresse parmi les premiers vendeurs d'armes, qui sont aussi un appui important pour son économie. Mais finalement, vous savez, le débat sera celui qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les problèmes de la société américaine, le logement, l'avortement, l'immigration. Et c'est ce qui fait le quotidien des Américains. Moi, pour y avoir vécu aux États-Unis pendant quelques années, pendant mon cursus universitaire, moi, ce que je peux vous dire, les Américains, ils sont préoccupés par ce qui se passe dans leur comté. Ce qui se passe au-delà du comté ou en dehors de leur État, cela ne les soucie guère, si vous voulez. Donc, les petites préoccupations du quotidien, c'est ce que la touche, on va dire, que M. Donald Trump a réussi, on va dire, à proposer dans des débats qui se sont finalement transformés en invectives et on ne peut plus vraiment parler de débat, alors que Mme Harris, elle s'est un petit peu peut-être enfermée dans une espèce de camisole intellectuelle qui justement ne parle pas à tous les Américains, et puisqu'elle reprend et elle défend aussi, et c'est là l'enjeu pour elle, c'est pour ça qu'elle a, pour l'instant, moi je trouve qu'elle a réussi, cette dame-là, un tour de force, elle a réussi à défendre quasiment l'indéfendable qui est le bilan de M. Biden, qui n'était ni plus ni moins que le prolongement de la politique de M. Barack Obama en tout cas. Mais Manuel Pouchelet, si l'on suit votre logique, vous pensez que ce qui se passe au Moyen-Orient ne pèsera pas de son poids dans cette élection présidentielle? Moi, je vais vous dire une chose, les Américains au Moyen-Orient ont toujours eu la même politique, peu importe qu'ils soient républicains ou démocrates, parce qu'en plus, comme vous le savez, j'habite la région. Moi, je le constate au quotidien. Les Américains, je suis désolé de le dire, ne changeront en aucun cas la politique qu'ils ont menée au Moyen-Orient. Maintenant, ce que l'on peut constater, c'est que ce n'est pas un sujet du débat électoral. D'ailleurs, c'est passé sous silence. Quand vous analysez même les journaux américains des sujets qui ont été évoqués lors des meetings électoraux, ce sont vraiment les sujets, excusez-moi, du quotidien. Parce que vous savez, les Américains ont la réputation de défaut de savoir situer les pays sur la géographie. Vous leur parlez même déjà de la France, ils savent pas forcément où ça se trouve, même s'ils arrivent à venir chez nous pour faire du tourisme. Mais non, les pays du Moyen-Orient ne les préoccupent pas. Même si, alors attention, même si vous avez quand même une minorité juive qui est non négligeable et qui justement est très sensible aux discours qui sont tenus par les deux camps en tout cas. L'objectif est d'obtenir un maximum de grands électeurs pour cette élection qui s'annonce avec une nomination au mois de janvier. Donc, non, les dossiers internationaux, moi je vous le confirme, ne sont pas la priorité des Américains. C'est déjà de lutter contre une fin de mois difficile avec les sujets que vous avez proposés dans les reportages, avec bien sûr toute la pénibilité qui s'est accentuée avec cette inflation galopante qui non seulement touche les États-Unis, mais aussi qui touche aussi d'autres pays, notamment ceux d'Europe, où justement on s'inquiète. Aujourd'hui, le quotidien de l'Américain, c'est de savoir comment il va terminer le mois et surtout s'il va conserver son emploi. On a vu énormément de reportages, si vous voulez, avec des personnes qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de se loger et qui logent dans leur voiture. Donc quelque part, je pense que les dossiers internationaux sont loin des cadets des soucis des Américains et malheureusement, je trouve ça très dommage en tout cas. Gamal Abina, avec tous les désaccords sur le plan interne au niveau de cette élection présidentielle, les deux candidats sont toujours d'accord sur la politique étrangère finalement. Même avant cette élection, en général, les candidats aux élections présidentielles américaines sont toujours d'accord sur la politique étrangère du pays. Non, je nuancerai un peu, parce que sur la question, par exemple, de l'Europe avec l'OTAN, Biden est revenu en arrière, donc il n'était pas d'accord. Sur la question de la COP, enfin tout ce qui est lié à l'écologie, il n'était pas d'accord non plus. Sur la question de la présence américaine, là, ils sont un peu d'accord, effectivement, je suis d'accord. Après, l'impact du Moyen-Orient n'est pas négligeable. Il ne va pas être à ce point déterminant. C'est vrai que les Américains ont tendance effectivement à vivre en vase clos, mais il y a quand même une élite américaine qui existe, qui est à gauche, clairement, on va se raconter l'histoire. Et cette élite américaine a très mal vécu ce soutien indéfectible et total d'un parti qui est républicain. Sont à droite, on peut le comprendre. Les démocrates, ils ont une tendance de gauche. Ils ne sont pas vraiment de gauche, c'est plutôt du centre-gauche. Enfin, le centre-gauche qui va soutenir un extrémiste de droite comme Netanyahou, qui est un raciste, littéralement un type extrêmement violent, qui penche plutôt à droite.
Ça, la base électorale des démocrates, elle l'a très mal vécu. Donc là où elle risque de s'effondrer, c'est parce que sa propre base électorale s'est affaiblie, s'est affaissée, que sa politique pro-sioniste a été totale, même si Trump est sioniste, mais dans tous les cas, elle l'a prouvé par les armes, ce que Trump n'avait pas fait. Trump, il vend des armes. Quand il va voir le roi d'Arabie, il se moque de lui, et par là même, il fait une signature de 600 milliards de dollars. Enfin, le prince héritier, pour être précis. Donc, on est vraiment sur une politique ils ont des intérêts convergents, mais je pense que sur la question de la gestion, par exemple, de la Chine, Biden était beaucoup moins offensif que ne l'est Trump au niveau économique, puisqu'il veut une guerre économique contre la Chine, beaucoup moins offensif sur le protectionnisme américain par rapport à l'Europe. Biden avait un peu revu sa copie. Trump est très offensif. Le lâchage de l'OTAN, il l'a dit, Trump, ça coûte de l'argent, ça m'intéresse pas. Le lâchage de l'Afghanistan, c'est Trump qui l'a initié. Donc, ils ont quitté l'Afghanistan, on peut le dire, c'est indiscutable, après 20 ans de guerre inutile. Et je pense qu'il avait commencé à initier le retrait de l'Irak et de la Syrie, mais c'est vrai qu'il n'a pas fini le travail parce que, très rapidement, des gens lui ont rappelé, c'est Bolton particulièrement, que l'intérêt des États-Unis, c'est quand même d'avoir des bases permanentes dans la région. Donc, il est vrai qu'il n'y a pas un intérêt massif de la population, je suis d'accord avec Emmanuel, mais je serais un peu plus mesuré sur les électeurs de gauche, donc en l'occurrence, démocrates, qui eux sont très intéressés sur les questions internationales parce que eux savent où se trouve Paris, ils savent où se trouve la France, ils savent où se trouve l'Afghanistan. C'est les gens éduqués, c'est la côte Est et la côte Ouest, comme je le dis, c'est vraiment la périphérie américaine et c'est celle-là qui fera basculer l'élection. C'est-à-dire que la victoire de Trump sera moins une victoire qu'une défaite des démocrates. Très bien. Ahmed Kateb, le lobby sioniste est présent en force dans le narratif des deux candidats, que ce soit du côté républicain ou démocrate. Finalement, quel est l'impact de cette présence, justement ? Le lobby sioniste est historique et ancien. Aux États-Unis, le fameux AIPAC pèse de tout son poids et tout candidat cherche justement d'être adoubé par l'AIPAC pour pouvoir se présenter. C'est-à-dire faire, entre guillemets, allégeance à l'entité sioniste pour pouvoir briguer un mandat présidentiel aux États-Unis. Donc, ça a été démontré par Stephen Waltz et John Mearsheimer par rapport à la force de ce lobby sioniste aux États-Unis. Donc, ces mécanismes, comment ils fonctionnent et comment ils pèsent sur la politique étrangère des États-Unis. On a vu, tout le monde sait que les questions internationales n'intéressent pas l'électorat américain. Il est plutôt intéressé par des questions domestiques, des questions internes, l'avortement, l'immigration, la crise économique et la guerre au Moyen-Orient est en 5e position, 4e, 5e position. Donc, mais comment, justement, par un tour de passe-passe, cette question pèse, qu'on le veuille ou non, sur les résultats de l'élection américaine, parce qu'il y a ce lobby sioniste, parce que ce lobby sioniste constitue une émanation de l'entité sioniste au sein de l'establishment américain, au sein du complexe militaro-industriel et au sein de ce que Pierre Conessa qualifie de complexe médiatico-militaro-industriel. Donc on est dans cette complexité et ça explique pourquoi les candidats Trump et Harris courtisent l'électorat juif, dit juif entre guillemets, parce qu'il y a des grands électeurs qui peuvent faire pencher la balance de tel ou tel côté. Très bien. La suite de ce débat autour de l'élection présidentielle américaine dans quelques instants. Vous regardez Al24 News, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on poursuit notre émission consacrée ce soir à l'élection présidentielle aux États-Unis. Gamal Abina, je reviens vers vous. Ahmed Kateb le disait il y a quelques instants, faire allégeance à l'entité sioniste serait donc la seule voie pour la Maison-Blanche. Est-ce que vous rejoignez ces propos ? Je ne dirais pas tout à fait faire allégeance. Je dirais qu'effectivement, il y a un intérêt, parce que l'AIPAC fonctionne très bien, il est très puissant. Mais l'allégeance, c'est l'entité sioniste, c'est une fabrication occidentale. C'est un monstre qui a été créé par la France et l'Angleterre avec les accords Sykes-Picot. C'est leur fabrication, c'est une colonisation, c'est une croisade, c'est la 9e croisade puisqu'ils ont échoué 8 fois. Et les États-Unis ont emboîté le pas de la France et de l'Angleterre. Les États-Unis étant une création de la France et de l'Angleterre, faut pas l'oublier. Donc ils sont tous d'accord pour soutenir cette monstruosité qu'ils appellent l'entité sioniste, à savoir Israël. Et donc oui, il y a un jeu de dupes. On sent bien que quand l'autre imbécile de Netanyahou arrive au Parlement américain, il reçoit les standing ovations, mais il ne reçoit pas ce qu'il demande. Il veut la guerre contre l'Iran, il ne l'a pas obtenu. Donc c'est vrai que les Américains jouent leurs propres intérêts, jouent une partition.
Au sein des lobbies intérieurs, effectivement, il y a un vrai moyen de pression de ces lobbies vis-à-vis de certains grands électeurs, c'est vrai. Et ils jouent leur partition, mais en vérité, celui qui décide à la fin, le seul juge, c'est celui qui dirige les États-Unis, à savoir le président américain, et il fait ce qu'il veut une fois qu'il le commande. Alors évidemment, il va soutenir l'entité sioniste, et on peut l'expliquer très rapidement pourquoi. À l'époque, ils ont soutenu le Shah d'Iran, qui était leur féodé, qui a fait leur travail comme il est jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il chute. Ils ont soutenu Moubarak, ils ont soutenu tout un tas de dictateurs, mais le problème, c'est qu'ils soutiennent des dictateurs dont les peuples sont anti-sionistes. Donc ça ne fonctionne pas. Le seul peuple dans la région qui soit pro-américain, et qui soutiennent l'Amérique comme l'Amérique soutient le sionisme, c'est le peuple israélien. Donc c'est vrai que là, ce peuple-là, du point de vue américain, est fiable. Et c'est la raison pour laquelle ils le soutiennent. Mais quoi qu'il en soit, le lobby sioniste n'a pas le pouvoir surdimensionné qu'on lui donne, il a un certain pouvoir, mais in fine, le grand décideur, celui qui choisit d'attaquer l'Irak, d'attaquer la Somalie, d'attaquer la Syrie, d'attaquer tous les pays de la région, ça reste les États-Unis. Les sionistes sont un bras avancé, c'est le bras armé, ce que voulait d'ailleurs Theodor Herzl, c'est un élément de l'Occident, du Moyen-Orient, mais ceux qui décident in fine, c'est eux. Ça n'empêche pas les lobbies d'intervenir, mais à la fin, on voit bien que l'intérêt des États-Unis, c'est de maintenir bec et ongle ce porte-avions de la région, qui est l'entité sioniste, parce qu'il sait que les autres États qui lui sont inféodés peuvent basculer d'un jour ou l'autre. Très bien, mais Gamal Abina, en fait, l'entité sioniste met quand même beaucoup de pression sur les États-Unis, même si c'est les États-Unis qui décident, l'entité sioniste met beaucoup de pression sur le pays pour, par exemple, qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu, pour que l'armée sioniste puisse poursuivre son génocide à Gaza, par exemple. Eh bien, moi, je ne crois pas du tout à cette pression. Je pense, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je croyais ça à une époque, mais j'ai compris le jeu de dupe. Il n'y a aucune pression américaine. Les hypocrites de Biden et de Kamala Harris ont toujours dit du bout des lèvres qu'ils condamnaient plus ou moins ce qui se passait et ont voté 29 milliards de budget qu'ils donnent directement aux sionistes pour massacrer les Palestiniens. Les bombes viennent toutes en totalité des États-Unis. Elles ne viennent pas des sionistes. Ils sont incapables de fabriquer une bombe. Ils n'ont pas de grands fourneaux, ils n'ont pas d'acier, ils n'ont rien. Donc c'est l'Amérique qui alimente la guerre et devant le grand public, pour donner l'impression qu'ils ne sont pas aussi sauvages qu'ils le prétendent, eh bien, ils condamnent vaguement, ils font semblant de toute pression. Mais la guerre du Vietnam, par exemple, il y a eu besoin de personne pour massacrer 3 millions de Vietnamiens. L'Amérique sait faire pour tuer. Là, elle passe par un proxy, c'est vrai. Mais les sionistes restent, je le dis et je vais être très violent, le chien-chien de l'Amérique, et pas le contraire. Donc, ils ne font pas pression. Ils n'ont même pas besoin de faire pression. Ils savent que quoi qu'il arrive, l'Amérique leur dira toujours « Titus, vous faites ce que vous voulez, ça nous arrange ». Manuel Pouchelet, est-ce que vous êtes de l'avis de Gamal Abina ou est-ce que vous pensez à l'inverse que soutenir le discours pro-sioniste mènerait à la Maison-Blanche ? De toute façon, vous savez, les Américains ont toujours transformé Israël en tête de pont de leur politique internationale. Et d'ailleurs, dans les années 70, même un peu avant, le président Nixon avait dit « Le porte-avions est le prolongement armé de notre diplomatie », preuve en est, puisqu'ils ont 2 présences de flotte avec ce qu'on appelle un groupe armé, un groupe aéronaval avec énormément de matériel à proximité, ce qui veut dire qu'Israël est complètement incapable d'ailleurs de mener des opérations militaires sans le soutien américain, comme l'a dit M. Abina d'ailleurs. Et je vous ferai remarquer qu'aussi au Liban, il tente un cessez-le-feu. Pourquoi ? Parce que l'armée sioniste est actuellement en grande difficulté au sud Liban, où là elle affronte le Hezbollah, qui malgré la décapitation de ses grands chefs, résiste toujours et est capable, on va dire, de défendre son territoire, en tout cas contre cette invasion. Maintenant, concernant ce qui est intéressant, je vais peut-être, sans vouloir revenir sur mes propos, mais je vous ferai remarquer que du temps de M. Trump, le secrétaire d'État américain qui s'appelait Mike Pompeo, je ne compte plus le nombre de fois où il s'est rendu dans la région avec le soin d'avoir choisi les capitales de sa visite. D'ailleurs, au Moyen-Orient, vous êtes sensible à la visite des capitales qui sont inscrites à l'ordre du jour du secrétaire d'État américain. Parce que les Américains, vous savez, il y a peut-être Israël, mais je pense que c'est une partie infime. Vous savez qu'ils sont capables de s'accorder avec l'Iran sur le Kurdistan. Ils sont capables de s'accorder avec, j'allais dire, cette fameuse phrase de film célèbre de Spartacus, « Si ton ennemi a ce que tu désires, tu n'as pas le droit de le refuser ». C'est ce qu'ils font. Donc les Américains sont, comme à l'image de la région, volatiles, irréversibles et surtout opportunistes. Donc quelque part, si vous voulez, la politique au Moyen-Orient, certes, ne s'invitera pas, comme on l'espère, si vous voulez, avec nos regards différents de spécialistes dans le discours, on va dire, de politique générale, mais en tous les cas, il y occupe peut-être une place qui est non négligeable. Pourquoi ? Parce que ça fait partie aussi de leur économie et aussi de leur politique étrangère. Regardez, on parlait tout à l'heure des accords Abraham, ce sont des choses qui sont complètement artificielles dans la région. C'est même, regardez, les Émirats arabes unis sont en train de se défaire de ces accords Abraham. Pourquoi ? Parce qu'ils s'aperçoivent que les auteurs de ces accords ont une vue, on va dire, essentiellement économique qui ne tient en rien
compte des avis de la population. Et ces derniers temps, celle-ci a été malmenée avec cette offensive sur Gaza, sur le Liban et puis d'autres pays, et même sur l'Iran d'ailleurs. Mais vous voyez, les Américains finalement, c'est ce que je constate notamment là, avec la fin du mandat de Madame Harris. Comme on le dit en diplomatie, si vous n'êtes pas à la table des négociations, vous êtes au menu. Et regardez le peu de déplacements de Monsieur Blinken. Alors récemment, on a insisté sur ces déplacements quasiment, j'ose pas dire, bimensuels dans la région. Mais Monsieur Pompeo, qui était son prédécesseur, lui s'est déplacé nettement plus, tissant des liens particuliers avec les dirigeants. Sauf que dans l'administration de Madame Harris, je vais reprendre une expression qu'on utilisait du temps surtout de l'administration Bush, les faucons, on ne les connaît pas, puisque c'était Donald Rumsfeld et consorts, alors que là, sous l'ère de M. Trump, rappelez-vous, il y avait John Bolton, et comme il n'avait pas fait l'affaire, il a été viré, hein, il l'a dit, you are fired, comme il a l'habitude de le dire, d'ailleurs c'est encore un terme qu'il a employé, mais vous voyez, encore une fois, on était dans la politique spectacle, regardez, c'est pareil, les propos, on oublie aussi de penser à ce fameux meeting où on s'attendait à certaines phrases, que regardez ce qui s'est passé quand il a rencontré le dirigeant nord-coréen en Indonésie, c'était improbable, sachant que 2 semaines avant, il s'était invectivé avec une peur d'un conflit nucléaire dans la région. Donc voilà, si vous voulez, je pense qu'on s'attend à de sacrées surprises, mais je ne sais pas si le monde est si préparé que ça. Moi, je me souviens de quelques cartes, si vous voulez, il y a encore quelques années, où on mettait les États du Moyen-Orient en bleu qui étaient pro-démocrates et ceux qui étaient en rouge pro-républicains. Quand vous voyez, il y avait quand même un déséquilibre, on va dire, en faveur des démocrates, et je ne sais pas si aujourd'hui cette carte serait, on va dire, toujours d'actualité en tout cas. Ahmed Kateb, le sang des Palestiniens coule toujours, oui, et malheureusement, et entre démocrates et républicains. Finalement, ils sont pareils, finalement, autour de la question internationale. Mais à quoi peut-on s'attendre justement à Gaza après ces élections ? À pas grand-chose. Déjà, parce que la situation va continuer en principe au moins jusqu'au mois de janvier. Au moins jusqu'à l'investiture du président Trump ou de la présidente Harris. Ça dépend du vainqueur. Mais au-delà, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Pourquoi ? Parce que les deux candidats sont sur la même ligne. Dans le fond, vos invités depuis Paris l'ont expliqué. Donc, les bombes sont fabriquées et envoyées par les États-Unis. L'administration Biden a octroyé 23 milliards de dollars d'aide militaire à l'entité sioniste, en plus de 20 milliards de dollars qui devraient être votés par le Congrès. Donc, on est dans un alignement total sur la politique sioniste, sur l'agresseur, sur le génocidaire. Donc, malgré les mots gentils, entre guillemets, de Biden par rapport au caractère inadmissible, par rapport au meurtre de masse, par rapport à ce qu'il qualifie d'horreur, mais au-delà des paroles, il n'y a absolument rien. Blinken a fait 11 déplacements dans la région, mais sans aboutir à aucun résultat en ce qui concerne Gaza, en ce qui concerne le Liban. Donc on est dans l'impasse totale. Les États-Unis ont pu faire des petits arrangements via des parties tierces avec l'Iran pour minimiser la gravité de l'escalade. Donc, les Américains ont obligé l'entité sioniste à ce qu'il y ait des répliques mesurées, entre guillemets, et les messages sont arrivés également d'Iran pour dire on veut l'apaisement, on ne veut pas une troisième guerre mondiale. Donc, le seul crédit peut-être qu'on peut donner à l'administration Biden par rapport à ce dossier, c'est d'avoir maintenu un seuil de violence entre l'entité sioniste et l'Iran. Pas plus, parce qu'elle s'est alignée carrément sur les thèses de l'entité sioniste par rapport à Gaza et par rapport au Liban. Très bien. Gamal Abina, quelle place pour Gaza suite à cette élection présidentielle ? Malheureusement, c'est vrai que jusqu'à l'investiture, il ne va pas se passer grand-chose, qu'ils vont continuer d'en lancer. On sait très bien que Kamala Harris, même politique. Ça fait 1 an qu'elle bombarde, qu'elle massacre, qu'ils ont un discours pour endormir un peu leur base électorale, mais en réalité, ils sont totalement alignés sur la position sioniste, à savoir, ils sont un parti qui se veut de centre-gauche, c'est ça les démocrates, qui s'alignent avec l'extrême droite sioniste. On a compris un peu le message. C'est-à-dire que quelle que soit la couleur politique des dirigeants qui occupent la Palestine, de toute façon, le résultat sera le même. L'intérêt américain, c'est qu'il y ait une tension dans la région. Pourquoi ? Parce qu'on vend des armes, on en vend beaucoup, parce qu'on crée des tensions, parce qu'on maintient effectivement ces tensions artificielles.
parce que les objectifs de guerre inatteignables de l'autre cinglé de Netanyahou, les Américains les connaissent parfaitement, ils les savent inatteignables, ils vont le laisser s'épuiser au sud Liban, parce que ça a été rappelé d'ailleurs par Emmanuel Pouchelet, ils sont en train de se planter au sud Liban, incapables de prendre la région, oubliant par là même que les stratégies installées par Nasrallah ont été enseignées à tous les combattants, donc ils continuent à travailler indépendamment de la tête politique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas attendre des miracles pour Gaza. Gaza actuellement est affamé, bombardé tous les jours, c'est à peu près, on peut estimer entre 50 et 100 000 morts, ça veut dire qu'il y a quasiment 5 à 10% de la population qui va être rayée de la carte. L'objectif des sionistes, c'est que les Palestiniens partent, ils ne veulent pas faire de Nakba. L'objectif des Américains, c'est de faire de l'argent et de maintenir la suprématie sioniste dans la région, donner l'illusion que cet État serait invincible, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et surtout, le plus important, la domination américaine totale de la région. Parce qu'en vérité, on parle beaucoup des sionistes d'Israël, mais on ne fait pas attention que les Américains ont des bases partout. Ils sont surreprésentés dans la région. Ils sont capables, par exemple, d'accepter que l'Iran frappe Israël par anticipation, c'était prévu, planifié. Ils ont laissé faire. Pour calmer un petit peu Netanyahou qui se prend pour un surhomme, qui se croit être le peuple de la lumière. Je rappelle, c'est la citation de ce dingue. Il croit qu'il est le peuple de la lumière, vous imaginez un peu. Et de l'autre côté, les Palestiniens qui comptent pour rien. Mais n'oublions jamais que les Américains ont assassiné entre 2 et 3 millions d'Irakiens en 30 ans. 2 à 3 millions. Donc de tuer 200 000 Palestiniens, ça ne les choquera pas plus que ça. Ça émeut l'opinion internationale. Il y a plus de 1500 manifestations aux États-Unis contre la guerre. Et bien, comme pendant le Vietnam, ils ne bougeront pas d'un iota tant que leurs intérêts ne seront pas en danger. La question américaine, c'est une question financière et impérialiste avant toute chose. Et le proxy sioniste, c'est un porte-avions, c'est dit tout à l'heure et très bien dit, ce proxy sioniste, ça ne les dérange pas de les voir même, d'en voir 100 000 mourir, ça ne les dérange pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas eux qui meurent finalement. Ceux qui combattent dans le Moyen-Orient, c'est soit des Européens qui ont une religion juive, soi-disant, soit les juifs arabes, soit les arabes musulmans et chrétiens. Donc c'est tout sauf eux. Mais aujourd'hui, on peut s'inquiéter effectivement du résultat de l'élection parce qu'on a une Harris qui fera la même chose et on a un Trump qui est fantasque, qui est capable de n'importe quoi. C'est un type qui est ingérable et qui croit qu'il va obtenir la paix par l'argent. C'est un homme qui croit qu'on paye les gens et on obtient la paix. Les accords d'Abraham, c'est que ça. Je monnaie la paix. Je vous propose ceci, je vous propose ça. On fait des deals de dupes, mais en vérité, il n'y a pas de paix au bout du compte. Parce que les peuples ne sont pas intéressés par ces questions-là. Ce sont que les dictateurs qui l'ont acheté. Le jour où il achètera les peuples, ce sera autre chose. Emmanuel Pouchelet, les États-Unis continueront, je cite, à faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu. C'est ce qu'a promis Kamala Harris en cas donc, de réélection. Qu'en pensez-vous ? En cas d'élection plutôt, qu'en pensez-vous ? Vous savez, moi, j'y crois pas tellement. Comme l'a dit M. Avina, il faut être très clair. Je rappelle que le marché de l'armement, moi, j'ai fait une conférence sur le marché de l'armement au Moyen-Orient. Rien que c'est 1100 milliards de dollars rien que pour l'Arabie Saoudite, c'est vous dire, sur des très courts termes. Donc, c'est leur premier consommateur de solutions militaires, de systèmes d'armes, puisque c'est un très bon client. Maintenant, vous savez, les Américains sont suffisamment habiles pour que les clients s'entretuent entre eux, mais pas trop vite, parce que sinon, ils pourront plus rien vendre quelque part. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qui va payer la facture. Parce qu'il y a aussi, on a tendance à oublier dans nos débats et dans nos échanges un autre acteur au Moyen-Orient qui est aussi même plus présent que l'air de rien que les États-Unis, il y a aussi la Russie. Et pour l'instant, les Russes se sont quand même prononcés sur ce sujet malgré la préoccupation et l'occupation, on va dire, de l'Ukraine. Mais M. Poutine, et par la voix de sa porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a quand même tenu des propos relativement fermes sur la région et sur ces émissions américaines qui aujourd'hui non seulement épuisent les gouvernements, épuisent les populations, et on sait que ces accords sont purement artificiels. Vous savez, le Moyen-Orient, c'est cette terre de légende où, vous savez, le proverbe « qui garde son secret est maître de sa route ». Et je pense que les Américains l'ont adopté, on va dire, tant dans la forme, tant dans la lettre que dans l'esprit, et c'est ce qui va se passer. Et pour l'instant, que ce soit Donald Trump, qui d'ailleurs, je vous ferai remarquer, au moment des débats il y a 4 ans, avait dit « mais pourquoi investit-on tant cet argent que l'on gaspille au Moyen-Orient, alors que l'on devrait l'investir dans les infrastructures routières qui, aux États-Unis, sont en train de tomber en ruine ». Donc voilà, finalement, moi je n'y crois pas. Cette histoire de cessez-le-feu, ce discours de fausse fermeté, excusez-moi, je pense le dire, tant que ça sert leurs intérêts, je n'y crois pas. On est un petit peu dans l'expectative et on voudrait plus des actes que des paroles, en tout cas dans la région. C'est ce qui ressort quand vous interrogez les gens qui sont aujourd'hui épuisés, puisqu'il y a un autre volet qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est qu'il y a énormément d'États du Moyen-Orient qui sont sous sanctions américaines avec les lois César. Vous regardez le Liban, la livre libanaise a été divisée par 10 à cause des lois César. Aujourd'hui, c'est la Turquie, il y a aussi la Syrie, il y en aura d'autres. Donc, quelque part,
c'est vrai que cette élection est encore improbable, inquiétante, mais je vous ferai remarquer que ce sont les démocrates qui ont mis en place ce système-là de sanctions internationales. Et les républicains le reprendront de gaieté de cœur, tant que ça leur rapporte de l'argent. Moi, je n'y crois pas. Ces dernières idées, aujourd'hui, il nous faut des actes. Et aujourd'hui, cette population, et on va dire dans l'expectative, et comme vous l'avez très bien dit depuis le début de ce débat, cette élection fait peur. Pourquoi? Parce qu'on est face à une inconnue. Voilà, tout simplement. Ahmed Kateb, pour en revenir, pour toujours rester sur le même sujet, ce qu'a promis Kamala Harris, donc le cessez-le-feu à Gaza, pensez-vous qu'elle aura les voix des Arabes, des musulmans et aussi de toutes les personnes qui défendent la cause palestinienne? Elle essaie d'avoir ses voix, mais elle a commis plusieurs maladresses en affichant clairement un soutien inconditionnel à l'antité-sioniste. Trump a profité tout de suite de cette mauvaise passe de Kamala Harris pour s'afficher avec des imams musulmans et des leaders de la communauté musulmane, et il leur a dit clairement, moi à la Maison-Blanche, je cesserai absolument tous ces conflits qui ensanglantent la région. Donc Trump essaie de capitaliser les erreurs de Kamala Harris, notamment en misant sur l'électorat d'origine arabe, surtout dans l'État du Michigan, qui, comme tout le monde le sait, est un swing state. Très bien. On va parler d'un autre sujet. On va clore un petit peu le dossier Gaza. Ahmed Kateb, les démocrates craignent que la candidate du Parti vert sape leur chance de conserver la Maison-Blanche. Jill Stein a son nom sur les bulletins de vote dans quasiment tous les États capables de faire basculer cette élection sans une chance de l'emporter dans aucun d'entre eux. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une candidate écologiste de 74 ans, féministe, qui attire quand même l'électorat musulman parce qu'elle affiche des positions pro-palestiniennes. Ça fait rappeler Ralph Nader, qui était également candidat du Parti écologique et qui a donné du fil à retordre à Al Gore, notamment. On se souvient, il a perdu l'élection de l'an 2000 face à George Walker Bush, et même John Kerry a fait les frais en 2004. Donc l'électorat pro-écologie peut être capté par Jill Stein. Il y a également un jeune libertarien de 39 ans, Chase Oliver, qui se porte candidat. Donc il veut également aller de l'avant et capitaliser sa jeunesse, son capital jeunesse, pour drainer les voix. Et le philosophe indépendant Cornel West, qui reste un iconoclaste, également anti-guerre et pro-palestinien. Donc on voit qu'on a tendance à oublier que la scène politique américaine n'est pas une scène bipartisane, cloisonnée, mais qu'il y a d'autres candidats, de petits candidats, mais qui peuvent faire la différence, notamment dans les États décisifs. Très bien. Gamal Abina, une dernière question pour vous. Alors ce vendredi, les écologistes européens ont appelé au retrait de Jill Stein pour ne pas pénaliser justement Kamala Harris et ne pas favoriser l'élection de Donald Trump. Très brièvement, peut-elle vraiment pénaliser la candidate démocrate? Je pense que la candidate démocrate s'est déjà pénalisée. Elle a payé sa base électorale pour commencer. Et c'est vrai que cette dissémination de petits partis comme ça, qui sont tous à gauche, c'est vraiment une lecture de gauche, un philosophe, une écolo, c'est un peu comme Ralph Nader à l'époque, ça crée effectivement, pas de la confusion, mais ça crée un éparpillement des voix. Et les écolos disent qu'elle doit se retirer au profit d'Harris, enfin de Kamala Harris, je ne crois pas que ce soit un bon calcul, mais c'est vrai que c'est pour éviter l'émiettement. Le problème, c'est que l'écart entre Trump et Harris est très important, on a tendance à l'oublier. Puis je le répète pour finir mon propos, ça reste une femme noire, malgré tout. Ça reste une femme et elle est noire. Donc elle a deux défauts aux yeux de l'Américain moyen. Elle a deux défauts et surtout elle a été inexistante pendant 5 ans. Je veux dire, c'est un remplacement. Elle arrive en lieu et place de Biden. Donc je pense que tous ces éléments vont être constitutifs d'une défaite annoncée et je pense certainement que ces petits émiettements vont à la marge retirer quelques pourcentages de victoires potentielles, mais elle ne peut pas gagner, j'y crois pas une seconde. Très bien, merci Gamal Abina, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à vous, Manuel Pouchelet, d'avoir répondu présent. Merci à vous, Ahmed Kateb. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.